Portugal célèbre sa fête en l'honneur d'un saint et Porto n'est pas en reste avec la Saint-Jean. Essentiellement religieuse, ces fêtes sont surtout l'occasion d'oublier les soucis du quotidien. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de manger, boire, danser et s'amuser toute la nuit. Les jours qui suivent et qui précèdent les fêtes de la Saint-Jean sont pour les habitants de Porto prétexte à rire et chanter. Mais Porto en a-t-elle vraiment besoin? Il semblerait qu'ici, la bonne humeur ne quitte pas les visages. Porto, que l'on a toujours dit travailleuse, s'avère être pourtant enjouée et chaleureuse, et toujours sur les lèvres Saint-Jean, le patron de la ville. Deuxième grande ville du Portugal, Porto s'étage de façon pittoresque sur les rives escarpées du Douro. Le cœur de la ville se trouve dans le quartier de la Ribeira, sur les bords du fleuve Douro, où les terrasses des petits restaurants s'égrènent. João, natif de Porto, nous explique pourquoi sa ville est en quelque sorte le berceau d'un des plus vieux États-nations d'Europe. Porto veut dire port, et nous sommes dans la zone du port de la ville de Calem. La ville romaine se trouvait sur la rive gauche du fleuve, sur la rive sud. À un moment donné, avec les invasions arabes qui venaient du sud, toutes les villes portugaises sont transférées vers le nord du fleuve parce que le fleuve servait de protection. Et à un moment donné, le Portugal décide de devenir une nation indépendante. Et c'est justement la jonction du nom de la ville de Porto avec Calem qui donne le nom d'origine du comté du Portugal. Et plus tard, donc, le pays devient le Portugal. La ville de Porto n'a pas offert que son nom au Portugal, comme elle n'offre pas aujourd'hui que son vin sucré bien connu. Porto fut aussi de tout temps une résistante tenace face aux invasions multiples. Mais si Porto gagnait jadis des batailles militaires, elle en gagnait aussi quelques commerciales, car c'était une vraie bourgeoise, la preuve avec le palais de la Bourse. Un bâtiment important, un palais en tant que tel, le seul de la ville, d'une architecture magistrale, rare pour le siège d'une bourse, mais pas étonnant compte tenu du passé de la ville. Un palais qui existe depuis le 19e siècle, le siège de l'association commerciale de Porto, et qui représente un peu la bourgeoisie de la ville, liée d'abord au commerce du vin de Porto, et plus récemment aux industries du textile, de la chaussure, etc. Donc c'est un palais assez riche, mais ça montre bien ville de travail, Lisbonne s'amuse, Porto travaille, le roi n'a pas de palais à Porto. Au XVe siècle, grâce au voyage de Vasco de Gama aux Indes et la découverte du Brésil, on marchandait déjà à Porto toutes les richesses des invasions maritimes. Et si le roi n'avait pas construit de palais à Porto, il n'en offrait pas moins ses richesses aux nombreuses églises pour affirmer sa puissance et rappeler le rôle de l'église dans son royaume. Nous sommes dans l'église de Saint-François à Porto, une des églises baroques les plus profusément décorées de la ville. Il s'agit en fait de toute une richesse baroque qui venait du Brésil. À la fin du XVIIe siècle, le Portugal découvre des importantes mines d'or et diamants au Brésil. Et donc le roi lui-même, il met dans sa poche 20% de toute cette richesse qui venait d'être découverte au Brésil. Et à partir de là, une fois, et vu qu'il était complètement un dévote catholique assez important, donc il décide de donner pas mal de cette richesse à l'église. Il va décorer un peu partout dans le Portugal des églises avec cette profusion baroque que vous venez de voir ici, avec donc du bois sculpté doré, doré à la feuille d'or. Les grandes périodes de l'histoire portugaise, on les retrouve sur les murs de la gare São Bento, installée sur le site d'un monastère. La salle des pas perdus est un chef-d'œuvre de l'art de l'azulejo.
ces carreaux introduits par les Maures retracent ici les scènes de la vie populaire portugaise et de l'histoire du pays. Derrière ces airs d'insouciance, de douceur de vivre, Porto est donc une ville de travail, de connaissances, d'érudition, ne l'oublions pas, et en tant que telle, elle offre des lieux magiques comme cette librairie Lelo à la façade néo-gothique blanche du début du XXe siècle. Le 13 janvier 1906, le centre portésien se bouscule pour voir les personnalités les plus importantes des belles lettres portugaises. Tous se pressent à l'intérieur de ce magnifique bâtiment. Et quel intérieur! Au rayon architecture, on découvre que Porto n'est pas qu'une ville d'art baroque, elle est aussi une ville d'art contemporain. C'est le cas du musée d'art contemporain et de la fondation de Serralves, dont la façade de granit blanche abrite une exposition permanente d'œuvres des années 60, dont certaines de Boltanski, de Naumann ou Sarmento. L'architecture elle-même se veut art lorsque les ouvertures vers l'extérieur offrent la nature comme œuvre picturale. Mais l'œuvre architecturale la plus étonnante est sans aucun doute celle de la Casa da Musica, construite en 1999 à l'occasion de son titre de capitale culturelle européenne. Un projet ambitieux, fou peut-être, mais tellement beau. Une maison entièrement consacrée à la musique, à toutes les musiques et leurs influences. Une musique qui se joue, qui s'expérimente, qui s'apprend dans des dizaines de salles ludiques, studios d'enregistrement et bien entendu, le clou, une salle de concert majestueuse, à l'acoustique irréprochable et à la pointe de toutes les techniques. A cidade do Porto não tem, até aquele momento, não tinha qualquer concerto-hall, uma sala só para ouvir música, tem teatros, e por isso foi identificado que esta era a lacuna que tinha que ser preenchida. Foi lançado um concurso internacional em que se convidaram 7 arquitetos e acabaria por ganhar o arquiteto Rem Koolhaas. Este projeto tinha também a componente cultural, que era importante no sentido do turismo. Nós precisávamos de atrair para esta cidade mais gente que viesse ao Porto não só para ver as caves do vinho do Porto e a rota do vinho do Douro, do Rio Douro, e sim também para conhecer o resto da cidade. Porto moderne, on aurait du mal à le croire à côté de ses toits de tuiles rouges et de ses linges étendus aux fenêtres, et pourtant il y a des endroits très tendance. Le long de la côte, l'Origo est un de ces lieux-là. On y prépare des plats typiques revus et corrigés, comme ce très connu bacalao con broa, de la morue panée au pain de maïs et des pommes de terre au four écrasées avec le poing, le tout gratiné. En outre, le plat véritablement typique du pays est aussi le tamboril. À base de gambas bien saisies avec des poivrons, des oignons, de l'huile d'olive et flambé au tabasco, ce début de préparation est appelé refogado. Ainsi bien relevée, la préparation de base peut recevoir la lotte. Ce poisson pêché sur les côtes portugaises est consommé ici à toutes les sauces. Viendront enfin le poivre noir, le persil frais haché minute et le riz. Voilà qui achève l'élaboration du tamboril, ce plat typique préparé ici comme nulle part ailleurs. En total contraste, retour au centre de Porto pour un voyage dans le temps au Café Majestic. Grand café au style 1920, à la déco bien conservée, un endroit où tous les intellectuels de la ville se retrouvent depuis des décennies.
l'ouest de Porto, la vallée du Douro. Une région qui épouse les boucles de son fleuve sur 120 km jusqu'à la frontière espagnole. C'est là, à 150 km de Porto, que se trouvent les premières quintas. Ces domaines viticoles haut perchés sur des milliers de terrasses nées des siècles de dur labeur sur le schiste aride. Les méthodes de vieillissement et d'assemblage se sont affinées au cours des siècles. Des Portos, il y en a de plusieurs sortes. Le vintage est le fleuron de toute maison, vin millésimé obtenu des meilleurs cépages. Mais il y a aussi l'Age Tawny, le Tawny, le Ruby, le Late Bottled Vintage, que l'on boit à l'apéro ou en digestif en fonction des régions. Le Porto, c'est aussi une culture populaire, un art de vivre et du folklore, comme cette régate historique de Porto, où les bateaux arborent fièrement sur leur voile le nom des quintas. Car pour les caves, gagner cette course historique, c'est plus qu'un symbole, c'est aussi et avant tout une fête.